Merci à vous tous d'être venus assister à cette dernière séance du cycle, bouquet final de ce cycle consacré à la traduction littéraire, mais avant recommencement du cycle, si on a bien compris. Je remercie évidemment la SGDL, la Cité universitaire et la Fondation Dutch de la Meurthe qui nous reçoit ce soir, et bien sûr Delphine de Vigan, Pablo Martín Sánchez qui sont là pour cette dernière rencontre. Alors pour présenter un petit peu cette conversation, je vais essayer d'être assez rapide parce que je pense que la plupart d'entre vous connaissez déjà l'œuvre de Delphine de Vigan, donc je ne vais pas trop m'étendre. Simplement rappeler, Delphine de Vigan, que vous êtes l'autrice d'une dizaine de romans parus depuis à peu près 20 ans. Le tout premier s'appelait Jours sans fin, c'était en 2001 chez Grasset, et le tout dernier s'appelle Les enfants sans roi, c'est sorti chez Gallimard en 2021. Et entre-temps, on a pu lire, entre autres, Nos et moi, Rien ne s'oppose à la nuit, D'après une histoire vraie, qui sont autant de livres qui ont été récompensés par de nombreux prix, le prix des libraires, le prix du roman Fnac, le Renaudot des lycéens, le prix Renaudot, le prix Goncourt des lycéens, et j'en passe. Des romans dont plusieurs ont été adaptés pour le petit ou pour le grand écran. On reparlera peut-être d'ailleurs de ces adaptations, parce qu'après tout, on peut considérer que c'est une autre forme de transposition, sinon de traduction de vos écrits. Ce qui me permet de rappeler que vous êtes également scénariste vous-même, pour la télévision et pour les cinémas. D'ailleurs, souvent dans des adaptations de romans qui ne sont pas les vôtres, mais parfois d'autres confrères ou consoeurs écrivaines et écrivains. Vous avez signé entre autres l'adaptation de Tropique de la violence de Natacha Apana, et une adaptation aussi de On était des loups de Sandrine Colette, qui sera réalisée par François Bunel. Et bien sûr, donc, tous vos livres ont été traduits dans de très nombreuses langues, une trentaine de langues, je crois. Et d'ailleurs, vous venez de faire un don ici même à la Cité universitaire, à la Bibliothèque centrale de la Cité internationale universitaire, un don d'une 60aine de livres traduits dans 18 langues. Donc c'est une très riche idée que les livres puissent être comme ça disséminés dans toutes les bibliothèques de la Cité internationale universitaire. Et parmi ces traductions, il y a donc évidemment des traductions vers l'espagnol, qui pour vos premiers romans ont été signés par d'autres traducteurs que Pablo Martín Sánchez. Il faut les citer d'ailleurs, ces traducteurs. Ils s'appellent Juan Carlos Duran et Javier Albiñanas Serain. J'espère que j'écorche pas trop leur nom. Et donc les deux dernières traductions sont de Pablo Martín Sánchez. Il s'agit de la traduction des Gratitudes, roman sorti chez Jean-Claude Lattès en 2019, roman qui s'inscrivait dans un cycle sur les sentiments, ces sentiments qui nous habitent, qui nous entravent aussi parfois et parfois malgré nous. Donc un cycle composé des gratitudes, des loyautés d'abord, puis des gratitudes. Et deuxième et dernière traduction pour l'heure de Pablo Martín Sánchez, Les enfants sont rois, donc ce livre sorti chez Gallimard en 2021, qui portait cette fois-ci sur la disparition d'une petite fille influenceuse sur les réseaux sociaux, sur YouTube et Instagram, et qui disparaissait. Donc ce livre racontait toute l'enquête également pour retrouver cette petite fille. Donc Pablo Martín Sánchez, vous êtes non seulement traducteur de Delphine de Vigan, mais aussi de Georges Perec, d'Hervé Letellier, de Yannick Enel, de Wajdi Mouawad, d'Édouard Louis, de Violaine Béraud, de Clara Dupont-Mono. Je ne les cite pas tous, mais voilà, ils sont très nombreux. Mais vous êtes également écrivain. Et ça fait probablement une différence. Vous êtes auteur de nouvelles, auteur de romans, qui sont traduits en français, non pas par vous, mais par un confrère. Peut-être que vous allez nous expliquer aussi pourquoi. Traduits en français essentiellement aux éditions de La Contralée ou en coédition La Contralée Zulma. Vous enseignez également l'écriture créative à Barcelone. Vous êtes à ce jour et depuis 2014 le seul écrivain espagnol membre de l'Oulipo, donc l'ouvroir de littérature potentielle. Et parmi vos nouvelles et vos romans, les nouvelles, il y a un recueil traduit en français qui s'appelle Friction. Et ensuite, il y a une trilogie composée de L'anarchiste qui s'appelait comme moi, L'instant décisif et Reus 2066. Et dans ce cycle de livres, je crois qu'on peut reconnaître quelques-unes, peut-être des préoccupations qui occupent le travail de Delphine de Vigan, ou quelques atomes crochus peut-être avec votre travail, Delphine, que ce soit du côté des thèmes. Donc on retrouve par exemple le thème de l'amitié, le thème de la vieillesse, les dérives un peu de notre société, pour ne citer que quelques-uns.
Et peut-être aussi dans cette forme de friction, oui, entre la réalité et la fiction, dans les jeux de langage aussi qui vous occupent tous les deux, ou encore peut-être dans le recours à la polyphonie, que je crois que vous en faites tous les deux usage dans votre travail. Voilà, pour quelques pistes très très rapides du menu de cette conversation. Et pour commencer, je vous propose peut-être de revenir en arrière, donc avant même votre rencontre, avant même la traduction des Gratitudes. Delphine de Vigan, est-ce que vous vous souvenez de la toute première fois que l'un de vos livres a été traduit? Est-ce que vous vous souvenez vers quelle langue c'était? Et est-ce que vous vous souvenez quel effet ça vous a fait? Qu'est-ce que ça signifiait pour vous tout à coup d'être lu dans une autre langue? Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Merci pour cette présentation. Non, je vous avoue que je ne me souviens pas de cette... Autant je me rappelle très bien de la première fois que j'ai tenu mon premier roman entre les mains. Je revois la scène comme si j'y étais. Mon premier livre qui a été traduit, c'est Un soir de décembre. C'est un roman qui a paru chez Lattès donc en 2005, il y a longtemps, et qui a été d'ailleurs traduit en espagnol. Les Espagnols ont été les premiers. Mais je ne saurais pas, ce serait reconstruire quelque chose que de vous raconter le sentiment que ce que j'ai éprouvé à ce moment-là. En revanche, mon roman, d'ailleurs ça reste aujourd'hui mon roman le plus traduit, c'est Nous et moi. Et là, je me souviens de cet émerveillement, de recevoir peu à peu toutes les traductions, les différentes traductions, les différentes couvertures. Éventuellement, Nos et moi, c'est un titre qui se traduisait assez facilement dans toutes les langues. Donc en général, les éditeurs avaient gardé le titre. J'ai eu quelques surprises, ceci dit, par la suite, quand je suis allée au Japon et en Corée, où j'ai découvert qu'en fait, c'était pas du tout la même chose. Voilà, ça je me souviens de l'émerveillement et de la joie de voir toutes ces couvertures différentes d'un même roman. Alors, Pablo Martín Sánchez, je voulais vous poser la même question sur cette histoire de traduction. Je fais un détour par votre travail d'auteur, puisque je le disais, vous ne vous traduisez pas vous-même vers le français, ce qui est une règle, je crois, de traduction. On ne traduit que vers sa langue maternelle, qui est donc l'espagnol pour vous. Vous êtes donc traduit par quelqu'un d'autre, Jean-Marie de Saint-Lû, vers le français. Mais en revanche, vous avez un regard extrêmement pointu. Vous pouvez juger en tout cas de la qualité de cette traduction. Quel effet ça vous fait Est-ce que vous lisez déjà ces traductions et est-ce que vous en jugez la qualité? Oui, merci Camille et merci tout le monde. Oui, exactement. Je connais les deux pôles du métier, celui du traducteur et celui de l'écrivain. Et je crois que ça m'aide à comprendre mieux l'autre métier, même si je sais très bien, quand je suis traducteur, je suis traducteur. Hein. Je n'essaye pas de faire l'auteur. Et à l'envers, quand je suis auteur, donc je suis à disposition de mon traducteur, Jean-Marie Saint-Lû. J'ai bien aimé que vous l'avez appelé mon confrère, hein, parce que bon, c'est un grand monsieur, Jean-Marie Saint-Lû, qui me fait beaucoup de respect. Et donc, j'aime bien qu'il soit mon confrère. Et oui, il m'envoie plein de questions pour les traductions de mes livres. Et j'essaie d'y répondre. Et je découvre, j'imagine que, aussi comme Delphine, je découvre des choses de mes propres textes que je ne savais pas grâce à mon traducteur. Et ça c'est merveilleux. C'est vraiment le plus magique qui peut arriver à un écrivain, que les lectures de son livre enrichissent son livre. Est-ce que vous avez le sentiment que votre expérience très longue de la traduction influence ou infléchit peut-être votre manière d'écrire, ou inversement? Oui, tout à fait, les deux. En fait, quand j'ai commencé à traduire, je pensais que je traduisais un peu que pour m'entraîner à mieux écrire. Mais de plus en plus, je pense qu'en fait, j'écris pour apprendre à traduire, à mieux traduire. Et donc, c'est vrai, finalement, c'est deux boulots qui sont assez proches, mais qui ont chacun donc sa particularité. Et parfois, c'est consciemment que je utilise dans mes livres à moi donc des choses que j'ai découvertes en traduisant, et à l'envers aussi. Ouais.
Et sinon, juste une petite remarque pour Non et moi. Je ne savais pas que c'était le plus traduit dans le monde entier. Mais en espagnol, la traduction, c'est pas à moi, mais non. Donc, ça veut dire non. Et donc, c'est un peu bizarre, un titre qui donne un livre, c'est non et moi. C'est comme, c'est bizarre, mais c'est aussi, je crois que ça fait aussi un effet pour les lecteurs et les lectrices de se dire, c'est quoi ce titre-là, je vais le lire. Hein. En anglais aussi, ils ont gardé, c'est No and Me. Ouais. Alors le premier titre de Delphine de Vigan que vous avez traduit, c'est donc Les Gratitudes, et c'est peut-être pas un hasard que vous ayez changé de traducteur à ce moment-là. Je crois que c'est l'éditrice espagnole qui a fait appel à vous à ce moment-là. Ce livre-ci, Les Gratitudes, c'est peut-être celui, Delphine de Vigan, dans lequel vous avez poussé le travail sur la langue et les distorsions de la langue le plus loin. Par rapport en tout cas à vos précédents, puisque le personnage central de ce livre, je rappelle, c'est une femme qui s'appelle Mishka Selt. Elle est dans un EHPAD et elle est atteinte d'une maladie qui fait qu'elle perd petit à petit la mémoire des mots, elle confond un petit peu les mots, elle les réarrange à sa sauce et ça crée une langue tout à fait nouvelle, et donc ça nécessitait un travail de traduction très très précis. En quoi est-ce que ce livre marquait un tournant peut-être dans votre travail, et pourquoi est-ce qu'il méritait un accompagnement peut-être particulier des traducteurs ? Alors, il se trouve que j'avais eu, avant la parution des Gratitudes, quelques mauvaises expériences, c'est pas forcément le mot, mais en tout cas une prise de conscience que la traduction, par définition évidemment, nous échappe, mais voilà, des remarques qui m'avaient été faites sur des faux sens, voire des contresens dans certaines de mes traductions. Alors que je dois dire qu'au départ, j'étais plutôt assez confiante. De toute façon, je n'avais absolument pas les moyens de vérifier quoi que ce soit, et donc voilà, j'avais laissé faire les choses sans jamais intervenir, même si j'ai toujours fait savoir à mes traducteurs depuis le début que je me rendais disponible pour répondre à d'éventuelles questions. Ce qui est assez rare, on y reviendra peut-être. Bref, tout ça pour dire que donc quand les Gratitudes apparues en France, il y avait, comme effectivement le livre repose sur ces jeux de langage que vous avez décrits, c'est une langue vraiment que j'ai tenté d'inventer, la langue de cette femme, qui à la fois est faite de néologismes, mais ces néologismes ne sont jamais gratuits. J'ai fonctionné beaucoup par proximité de sonorité, mais chacun de ces lapsus a un sens, et la plupart de ces lapsus révèlent son angoisse, son histoire, sa vision du monde, etc. Et puis, à mesure que le temps passe et qu'on avance dans le roman, elle distord de plus en plus la syntaxe. Et là aussi, c'était très important pour moi que toutes ces... Parfois, ce sont des mini-distorsions de syntaxe, mais qui créent l'étrangeté, et que ces distorsions soient voilà, reproduites évidemment par la traduction. Et donc, j'ai commencé quand même à faire savoir aux différents éditeurs que ça m'importait, voilà, que ce serait une traduction sans doute plus complexe. D'ailleurs, à vrai dire, au départ, je me demandais même si le livre était traduisible. Et en effet, quand je suis allée en Espagne pour accompagner le roman précédent, j'ai discuté avec l'éditrice qui m'a dit tout de suite qu'elle pensait à Pablo, dont le travail avait été déjà remarqué, notamment effectivement par le travail qu'il avait fait sur Pérec. En tout cas, sur son habileté n'était plus approuvée. Et puis, elle m'a dit, c'est une forme de traduction créative, et en fait, il faudra que vous trouviez partout des traducteurs qui sont capables de relever ce défi de la traduction créative. Et parmi les traducteurs divers et variés, certains ont relevé le défi et d'autres ont déclaré entre guillemets forfait. Et donc voilà. Et là, c'est vrai que j'ai accordé beaucoup d'importance. J'ai écrit un guide de 40 pages à l'attention de mes traducteurs, qui pouvait paraître un peu fastidieux. Je ne sais pas, peut-être Pablo nous dira comment il a vécu ce guide. Mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment de signaler
je ne voulais pas que les traductrices ou les traducteurs passent à côté de toutes ces petites distorsions. Et donc, j'ai repris tout et c'est effectivement, voilà, à chaque fois, je reprends chaque lapsus, chaque distorsion de syntaxe en expliquant pourquoi, ce que ça veut dire, pourquoi ça se décale, etc. Et tout à fait consciente qu'il ne pourrait pas reproduire à l'identique, mais en tout cas signalant que là, il y avait quelque chose à fabriquer. Oui, j'ai eu la chance d'avoir ce guide d'une 40aine de pages entre les mains. C'est très impressionnant. Delphine de Vigan est vraiment rentrée dans le détail de chaque petite distorsion. J'imagine que c'est une mine pour un traducteur, peut-être au sens du mot mine d'ailleurs, parce que ça doit faire un peu peur aussi. Alors on va rentrer plus dans le détail de ces distorsions, de ces lapsus et des challenges que vous avez relevés pour traduire ça, parce qu'on avait assez envie tous les trois de vous faire entendre des extraits du texte pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte des choix qui ont été faits. Mais peut-être une simple question avant, est-ce que vous vous rappelez du moment où vous avez fait la proposition de cette traduction, de la réaction que vous avez eue, et peut-être de votre premier corps à corps avec ce texte, Les Gratitudes? Oui, je me souviens très bien. D'abord, il faut dire que le livre de Delphine est un double cadeau, ou plutôt un triple cadeau. D'abord, le livre est un cadeau. Après, le traduire est un nouveau cadeau, surtout si on aime aussi traduire les jeux de langage. Et puis, avec ce document de 40 pages, donc c'est le troisième cadeau que Delphine nous fait au traducteur, parce que c'est vraiment une aide incroyable, parce qu'on peut toujours louper un mot comme mine, que vous disiez tout à l'heure, mine, et on ne voit pas le jeu de mots peut-être, mais là, il y a Delphine qui dit « Attention, là, il y a un double jeu et tout ». Mais sinon, pour la proposition, je me souviens très bien, c'est Sylvia Cessé, éditrice d'Anagrama, aussi l'éditrice de mon ami Diego, qui est là-bas, Diego Treyes. Et elle m'a trouvé un jour, elle m'a croisé, elle m'a dit « Tiens Pablo, j'ai une traduction pour toi ». Elle m'a dit « C'est toi qui dois la faire, c'est un livre de Delphine de Vigan ». Et je dis « Ah oui, il y a beaucoup de jeux de mots et tout ». Je me dis « Ah bon, on va la coopter à l'Oulipo peut-être hein. ». Et donc je comprenais, en fait j'ai compris quand elle m'a offert le livre, que j'ai lu, et j'ai compris immédiatement. Et je crois que ça a été l'une des traductions les plus, les plus... On dit gratifiante? Non. Gratifiante. Gratifiante, merci. Les plus gratifiantes, c'est le cas de le dire. Mais parce que, pas seulement pendant le processus de traduction, mais après, c'est incroyable le nombre de lecteurs et de lectrices qui m'ont écrit à moi pour me remercier pour avoir traduit ce texte-là. C'est vrai qu'on voit beaucoup le travail du traducteur dans un livre comme celui-là. Mais c'est incroyable, hein, les réseaux et tout, des gens qui me remercient à moi pour avoir peu leur donné à lire ce livre de Delphine. Je vous voyais, vous vouliez réagir à ce que Non. Bah oui, ça me semble tout à fait justifié et normal, parce que c'est vraiment, il y a quelque chose à réinventer, à recréer. Malheureusement, enfin, moi, mon regret, c'est de ne pas pouvoir accéder à ce que Pablo a écrit. Je ne fais qu'entendre ce qu'on m'en dit, et on m'en a dit effectivement beaucoup de bien. Et c'est un texte qui a eu un fort retentissement en Espagne. Et je pense que c'est en grande partie grâce au travail de Pablo, parce que le même texte, enfin, l'histoire en soi, etc. Bon, c'est peut-être un peu touchant, je l'espère, mais le texte n'a pas du tout la même force si les jeux de langage disparaissent ou s'ils sont ratés. Parce que ce qui est très impressionnant, c'est que dans ces distorsions de la langue, mais on va vous donner à entendre pour que vous compreniez mieux, cette langue qui, au départ, cette langue de Mishka qui est déformée, qui au départ paraît très étrange au lecteur, plus ça va et plus elle nous devient très familière et plus on rentre dans ce système, dans sa logique propre et dans son système de pensée à elle. Et plus la poésie coule d'elle-même. Et évidemment, une traduction qui sentirait la traduction gâcherait absolument cet effet-là
familiarité, d'accoutumance à cette manière de parler. Je peux, pardon, juste donner quelques exemples, peut-être pour être plus concrète, parce que l'extrait qu'on va lire, ça concerne plus les proverbes. Mais effectivement, des distorsions de syntaxe, par exemple, Mishka, au lieu de dire pas tellement, elle dit pas si tant. Et effectivement, la première fois, peut-être ça peut surprendre, et ensuite, ça devient, elle dit merdi à la place de merci. Quand elle parle des résidents, donc qui sont avec elle dans la maison de retraite, dans un premier temps, elle parle des résistants, ce qui fait quand même allusion à son passé, puisque c'est une petite fille qui a été cachée pendant la guerre. Et ensuite, elle les appelle des résignants. Voilà, une robe de chambre devient éventuellement une robe des champs ou une robe de salle de bain. Bon, voilà, c'est à titre d'exemple. Un fauteuil roulant est un fauteuil croulant. Oui. C'est possible, ça devient c'est possible. Donc il y a aussi toute la drôlerie aussi de cette langue tordue. Mais effectivement, il y a également tout ce passage sur les proverbes. Alors pour vous redonner quelques éléments de contexte, il y a ce personnage magnifique qui est l'orthophoniste de l'EHPAD, qui s'appelle Jérôme, qui vient rendre visite très très régulièrement à Mishka et qui lui fait faire un certain nombre d'exercices pour essayer de ralentir la progression de la maladie, et entre autres ce passage où il l'a fait travailler sur les proverbes de la langue française. Elle m'attend dans le fauteuil. Elle ne fait rien en m'attendant. Elle ne fait pas semblant de lire, de tricoter ou d'être occupée. Ici, attendre est une occupation à part entière. Quand j'entre dans sa chambre, je lui serre la main puis je prends de ses nouvelles. Elle me propose un verre d'eau ou un jus de fruits s'il lui reste une petite brique du goûter. Elle tient à m'offrir un chocolat ou un bonbon, une manière de me rendre quelque chose, je le sais. Nous avons nos rituels. Elle aime ce moment où je déclenche la fonction enregistrement de mon appareil numérique et où commence notre séance, toujours plus ou moins par les mêmes mots. Nous sommes le 5 septembre, j'enregistre avec son accord la 20e séance de Madame Seld. Vous aimez les proverbes, Mishka ? Elle fait la moue. Aujourd'hui, on va faire un petit exercice pour stimuler votre mémoire et vous aider aussi à entretenir votre vocabulaire. On va voir. Oui, vous allez voir, c'est très ludique. Je vous donne le début d'un proverbe et vous devez trouver la fin. On démarre par quelque chose de facile, il vous suffit de deviner le dernier mot pour compléter le proverbe. D'accord ? Elle acquiesce sans enthousiasme. À chaque jour suffit sa chaîne. Vous êtes sûr ? Je vous le redis. À chaque jour suffit sa plaine. Sa peine, Mishka. Vous étiez presque. Les absents ont toujours fort. Tort. Très bien. Il n'y a pas de fumée sans feu. La vérité est au fond d'un champ, volcan. Elle me regarde à présent d'un air contrarié. Je ne connais pas celui-là. La vérité est au fond d'un puits. Ça ne vous dit rien ? Rien du tout. Ok, je vais juste lire la fin des proverbes, non ? Ou pas depuis le début. Juste pour voir comment oui, ce que c'est la parémiologie, donc l'étude des proverbes, ça change beaucoup d'une langue à l'autre. Hein. Et donc, donc Jérôme lui dit, ¿Te parece bien? Mishka asiente sin demasiado entusiasmo. A mal tiempo, buena vara. ¿Estás segura? Repito, a mal tiempo, buena cara, Mishka. Has estado muy cerca. La ocasión la pintan calva. Muy bien. Por el humo se sabe dónde está el fuego. La verdad está en el fondo de un campo. Mishka reflexiona. ¿Volcán? Me mira con gesto contrariado. Ese no lo conozco. La verdad está en el fondo de un pozo. ¿No te suena? Donc là, il y avait quelques-unes comme le feu, que c'est équivalent, c'est à peu près le même proverbe, mais il y en a d'autres qui n'ont rien à voir hein, dans la forme. Ce livre aussi, Les Gratitudes, là on est avec Jérôme, donc l'orthophoniste, c'est vraiment un livre de voix, où on passe d'une voix à une autre, donc la voix de Mishka, la voix de Jérôme, la voix de Marie aussi, qui
qui est une jeune femme, mais que Mishka a beaucoup aidé, accompagné dans son enfance. Et chacun de ces personnages ont leurs phrasés, ont leurs expressions fétiches, ont leur modulation presque. Ce qui fait qu'à l'échelle du livre, ça donne aussi une manière pour ces différentes voix de se répondre, de se superposer vraiment comme en musique, comme dans un morceau de musique. Et donc je me demandais quelle importance vous accordiez à la composition musicale, aux sonorités de vos textes, et est-ce qu'il vous arrivait de travailler vraiment à l'oreille ? Oui, ça je l'ai souvent dit, c'est valable pour les gratitudes et c'est valable, à vrai dire, pour tous mes romans. Je travaille beaucoup à l'oreille. Je me relis sans cesse à voix haute et c'est vraiment cette épreuve du son qui détermine, enfin qui a une très grande influence sur mon travail. Donc là aussi, dans ces questions de traduction, j'ai toujours, j'espère évidemment que quelque chose de ce rythme, que je ne sais pas d'ailleurs forcément définir, subsiste, survit dans les traductions. Vous travaillez vraiment à voix haute ou en musique ? Non, pas en musique, parce que justement, à une époque, je travaillais en musique, mais finalement, cette musique venait interférer avec ma propre musique, en tout cas celle que j'essaye de trouver. Donc, depuis maintenant assez longtemps, je travaille vraiment dans le silence. Ça m'arrive d'écouter éventuellement de la musique avant de me mettre au travail, ce qui peut être d'ailleurs une manière de rechercher une humeur, par exemple, ou un souvenir. Quand j'ai travaillé sur un matériau plus autobiographique dans certains romans, écouter des musiques d'une certaine époque pouvait m'aider à replonger dans cette période. Mais à partir du moment où je me mets au travail, là, je préfère le silence. Alors on avait pensé aussi à un extrait justement qui fasse entendre un peu plus la musique du texte, autre que le dialogue qui portait davantage peut-être sur les jeux de mots et les distorsions de la langue. C'est encore un passage avec Jérôme. Oui, ou le début du roman, comme vous. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois par jour vous disiez merci ? Merci pour le sel, pour la porte, pour le renseignement. Merci pour la monnaie, pour la baguette, pour le paquet de cigarettes. Des merci de politesse, de convenance sociale, automatique, mécanique, presque vide. Parfois omis, parfois exagérément souligné. Merci à toi, merci pour tout, merci infiniment. Grand merci. Des merci de profession. Merci pour votre réponse, votre attention, votre collaboration. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois dans votre vie vous aviez réellement dit merci ? Un vrai merci. L'expression de votre gratitude, de votre reconnaissance, de votre dette. À qui ? Au professeur qui vous a guidé vers les livres ? Au jeune homme qui est intervenu le jour où vous avez été agressé dans la rue ? Au médecin qui vous a sauvé la vie ? À la vie elle-même ? Et en espagnol, cela donne... ¿Os habéis preguntado alguna vez cuántas veces al día dais las gracias? Gracias por la sal, por la puerta, por la información. Gracias por el cambio, por el pan, por el paquete de tabaco. Unas gracias de cortesía, de conveniencia, automáticas, mecánicas, casi huecas, a veces tácitas, a veces demasiado enfáticas. Gracias a ti, gracias por todo, infinitas gracias, gracias de verdad. Unas gracias profesionales. Gracias por su respuesta, por su atención, por su colaboración. ¿Os habéis preguntado alguna vez cuántas veces en la vida habéis dado realmente las gracias? Unas gracias sinceras. La expresión de vuestra gratitud, de vuestro agradecimiento, de vuestra deuda. ¿A quién? ¿Al profesor que os abrió la puerta al mundo de los libros? ¿Al joven que intervino cuando os agredieron en la calle? ¿Al médico que os salvó la vida? ¿A la vida misma? Merci beaucoup. Ce livre aussi, et le cycle duquel il fait partie, donc avec les loyautés, les gratitudes, donc sur l'exploration d'un sentiment, et aussi, je me disais, sur l'exploration de la polysémie d'un mot. Qu'est-ce qu'on met derrière le terme de loyauté ? Qu'est-ce qu'on met derrière le terme de gratitude ? Comme si à
à rebours de ce personnage qui perd petit à petit ses mots, vous étiez en train de travailler à redéployer tous les sens possibles, toutes les nuances d'un seul et même mot. Mais je me disais que ça, c'était peut-être un autre défi de traduction pour vous, Pablo, parce que peut-être que le mot gracias n'a pas autant de déclinaison possible, d'usage possible que le mot merci en a en français. Bon, là, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, pour le jeu de mots avec merci et merdi, ça c'était vraiment merdique pour l'espagnol, et pas pour le catalan, parce que moi je suis catalan aussi, hein, mais je ne traduis pas vers le catalan, mais le traducteur catalan, Jordi Martín Lloret, un très grand traducteur, donc en catalan on dit marcès, donc ça provient de la même racine, j'imagine. Alors il a utilisé mardès, en plus ça existe un peu, non ? Moi, je n'ai pas pu faire ça. Et donc, finalement, j'ai utilisé, quand il dit merci, gracias de verdad, alors j'ai dit gracias de merdad. Hein, bon, là, je sais que le catalan, c'est mieux, la traduction catalane, elle arrive à être plus proche du français. Mais avec gracias, il n'y avait pas. Parce que le mot gracias doit être là. On ne peut pas changer le mot et trouver un autre terme qui puisse être. Plus proche de merde, pardon. Ouais. Alors c'est forcément une traduction qui demande énormément de créativité, d'inventivité. C'est pas pour rien que l'éditrice espagnole a fait appel à vous, Oulipien, Péréquien. Et vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez été remercié aussi par un certain nombre de lecteurs. Tout à l'heure, le président de la Société des gens de lettres nous disait combien le traducteur est aussi un auteur. Est-ce que vous-même, vous vous sentez en partie auteur ou co-auteur d'un livre que vous traduisez, de celui-ci en particulier? Non, pas du tout. Non, il faut faire clairement la distinction, mais c'est vrai que les traducteurs nous sont payés en tant qu'auteurs. Donc, c'est pas pour vouloir se la péter, c'est qu'on est des auteurs. Mais là, quand on traduit, donc on est des auteurs subsidiaires, je ne sais pas comment dire, mais c'est vrai qu'on est au service je ne dirais pas de l'auteur, attention, du texte. C'est différent. On est au service du texte et donc de notre interprétation du texte. On est des interprètes. Et moi, je suis très conscient que chaque traducteur, comme chaque lecteur, a sa propre interprétation du texte. C'est pour ça que deux traductions ne seront jamais pareilles. Et là, il faut être conscient de ça. Et puis c'est vrai que parfois, on a envie, on nous demande souvent, est-ce que vous essayez d'améliorer le texte ? C'est une question toujours très maligne. Hein. Ça veut dire quoi, améliorer un texte ? Mais en tout cas, finalement, je me suis dit, est-ce que le traducteur a le droit d'essayer d'améliorer le texte ? Et finalement, je pense que oui, dans le sens où il doit être aussi conscient que souvent, il ne sera pas à la hauteur du texte. Et donc, comme il n'est pas, dans la plupart des cas, à la hauteur du texte, s'il croit qu'il peut améliorer un peu dans une phrase, je crois qu'il a l'obligation de le faire pour essayer pour une compensation, d'essayer d'arriver à la qualité du texte originel. Mais j'insiste, ça veut dire quoi améliorer un texte ? La question déjà est un peu bancale, quoi. Et vous, Delphine Vigan, quel regard est-ce que vous portez sur les traductions de vos textes ? Est-ce que ce sont encore vos livres ou plus tout à fait ? À vrai dire, je m'imagine que ce sont encore mes livres, mais par définition, je ne peux pas le vérifier. Donc, je préfère me raconter cette histoire plutôt que de me dire qu'ils m'ont complètement échappé. Voilà, comme je le disais, j'ai eu parfois des surprises, mais globalement, non, je ne peux absolument pas en juger. En fait, c'est d'ailleurs assez frustrant de se dire, parce que j'aimerais tellement, ne serait-ce que pour
l'espace de 10 minutes, pouvoir entendre la traduction. Non seulement, c'est pas seulement, il ne s'agit pas de vérifier ou quoi, mais c'est justement entendre la musique, entendre ce que ça, comment un espagnol, comment un allemand, comment un danois, comment un chinois perçoit finalement mon texte dans sa propre langue. Ça, il y a quelque chose quand même de très très mystérieux. Et voilà, souvent, quand on accompagne nos romans à l'étranger, on se rend bien compte qu'il y a aussi une perception très culturelle de l'ouvrage, jusqu'où c'est lié justement à la traduction ou pas. Tout ça reste finalement assez mystérieux. Il n'y a vraiment que pour l'anglais, je m'attache quand même à tenter de lire et de voir si je retrouve malgré tout quelque chose du rythme, par exemple. Mais dans les autres langues, c'est absolument impossible. Et vous nous disiez tout à l'heure, maintenant, quand un traducteur ne se signale pas du tout et n'a pas du tout d'échange avec moi, finalement, je me méfie. Je les engueule pas non plus, mais c'est vrai que j'ai lancé quand même plusieurs fois des bouteilles en disant surtout dites bien aux traducteurs qu'ils n'hésitent pas, parce que ça m'est arrivé aussi de les croiser à l'occasion d'une remise de prix, d'un voyage, et que de rencontrer une traductrice ou un traducteur qui parfois me traduit depuis le début et me dit je suis très, très contente de vous rencontrer, etc. Mais je n'ose pas, en fait, je n'ai pas osé vous contacter pour tel ou tel ouvrage. Ce que je trouve dommage, en fait. Et d'autant plus que, encore une fois, les questions des traducteurs, elles sont toujours très, très pertinentes. D'ailleurs, parfois, ça arrive peut-être dans ce travail très minutieux qui est celui de la traduction, que le traducteur découvre des incohérences, voilà, des choses. Si j'essaye de trouver des exemples, toi, tu m'avais 2-3 fois signalé des incohérences de déplacement, des choses qui sont même parfois passées, n'ont même pas été remarquées par le préparateur ou la préparatrice. Chez Gallimard, il y a tout un processus de fabrication qui est extrêmement luxueux, où au-delà du travail de l'éditeur, il y a un travail qui est fait par un préparateur ou une préparatrice, ce qui permet déjà de pointer des choses de manière extrêmement précise, subtile. C'est vraiment un luxe inouï. Et malgré ça, il y a encore des choses qui peuvent subsister. Un exemple qui me vient à l'esprit, c'est j'avais, pour Les enfants sont rois, j'avais demandé à un moment donné, donc c'est l'histoire d'une petite fille qui disparaît, on y viendra peut-être, et à un moment donné, sa mère reçoit une de ses dents, une dent de lait. C'est exactement l'exemple que j'allais te proposer de lire, parce que c'est incroyable. Oui. Et donc, donc elle reçoit dans une enveloppe sa dent de lait, ce qui évidemment est un peu terrifiant. La petite fille a été kidnappée, etc. On ne sait pas si elle est encore vivante ou pas. Et donc, comme c'est analysé, tout ça est analysé par la brigade criminelle, j'écris, alors les chiffres, je les cite de mémoire, mais j'avais demandé à un ami dentiste, puisque je sais que chaque dent a un numéro dans la dentition, quel est le numéro de la petite incisive, nanana. Il m'avait répondu, c'est la 41. Et donc, j'avais mis dans le texte, c'est la 41. Donc, un flic dit, oui, c'est la 41. Bon. Et ensuite, le roman paraît, et mon ami dentiste me passe un coup de fil absolument effaré, en me disant, mais tu m'avais pas dit que c'était une enfant, c'est pas du tout la 41, c'est la 81. Et donc, je dis, mais si, il me semblait bien que je t'avais dit que c'était une enfant. Bon, j'en parle à la maison d'édition qui me dit, pas de souci, on corrigera pour les prochains tirages. Eh bien, effectivement, que ce soit Pablo ou Doris, c'était Doris ou c'était toi grecque, non, allemande. Non, c'était pas moi. Moi, j'avais échappé. Ma traductrice allemande, qui m'envoie toujours beaucoup de remarques, beaucoup de questions et parfois des choses extrêmement pointues, très pertinentes, me dit, je me permets de vous signaler que ça n'est pas la 41, c'est la 81. Donc je me dis, dans quelle vie antérieure elle a été dentiste. En tout cas, voilà, c'est pour vous dire ce travail tellement minutieux. Voilà, parfois c'est vraiment des tout petits points de détail qui sont signalés par les traducteurs. Alors Pablo, vous cherchiez parmi les questions que vous avez pu poser à Delphine de Vigan, est-ce que vous pourriez nous dire, sinon, quelle est la nature de vos échanges, combien de temps ça prend en fait cette conversation autour de la traduction entre vous? Oui, en tout cas, je suis totalement d'accord avec Delphine. Si un traducteur, bon, je parle de moi, si je pose pas des questions à l'auteur, c'est mauvais signe. Si j'aime bien le livre, si je me sens, je
suis investi et tout, j'aime bien poser des questions. Ça m'est arrivé parfois de demander à mon éditeur en Espagne, vous pouvez me filer le contact de l'auteur et qu'on me dise, il faut passer par l'agent. Alors là, je dis, bon, d'accord, je me débrouille. Je n'ai pas envie de demander à l'agent que l'agent demande à l'auteur de poser les questions. Et puis, bon, je me débrouille. En fin de compte, j'avais un prof ici à la Sorbonne qui disait qu'il faut traduire toujours comme si les auteurs étaient morts. Puisqu'on ne peut pas demander à Shakespeare ce qu'il a voulu dire dans le sonnet, je ne sais pas quoi. Donc, mais bon, si on a la chance d'avoir les auteurs vivants pas loin et qui sont extrêmement gentils comme Delphine de Vigan pour répondre et attentifs et tout, il faut en profiter. J'essaye quand même de ne pas trop abuser de son temps et de vraiment lui poser les questions. Je sais pas, j'essaye que ce soit plus d'une douzaine par texte, une vingtaine maximum. Oui. Oui, et parfois ce sont vraiment juste des vérifications, parce que parfois aussi dans ce que tu m'envoyais, c'était est-ce que tu me confirmes bien que c'est ça que tu as voulu dire, ou j'hésite entre ça et ça, entre deux sens différents, lequel est le bon. Et là, c'est vrai, comme j'avais senti, et puis c'était la deuxième fois que Pablo traduisait un de mes textes avec Les enfants sont rois, j'avais senti son implication, son investissement. On a fait aussi un truc qui était assez drôle, c'est que je lui avais fait parvenir les questions de Doris, donc ma traductrice allemande, qui elle me traduit depuis le début et qui est donc cette traductrice extrêmement méticuleuse que je décrivais à l'instant. Et donc j'ai fait parvenir à Pablo les questions de Doris et mes réponses. Et Pablo a commenté ce travail. J'ai retrouvé en regardant là justement en préparant cette rencontre, j'ai retrouvé ce document qui est assez drôle où Pablo me dit oui, ça j'avais vu mais j'avais mis ça. Enfin bon, c'était ça j'avais pas vu. Enfin etc. C'était marrant. Cette manière de rentrer vraiment dans le détail de l'écriture, c'est amusant parce qu'il se trouve que beaucoup des personnages dans les livres de Delphine de Vigan ont un lien avec l'écriture, avec le travail des mots, le travail de la langue. On a entendu l'orthophoniste tout à l'heure, mais Mishka Seld elle-même, donc cette femme qui perd l'usage des mots dans une vie antérieure, elle a été correctrice pour un grand magazine. Il y a un personnage de blogueur dans Les Loyautés. Il y a tous ces témoignages enregistrés, ce talent de conteur qu'on trouvait dans Rien ne s'opposait la nuit. Voilà, on pourrait multiplier les exemples comme ça. Et dans Les enfants sont rois, puisqu'on a commencé à parler de ce texte, on a un petit peu l'opposition entre deux langues, deux usages des mots. On a d'un côté donc une femme policière, Clara, qui est chargée de l'enquête et qui précisément est procédurière, c'est-à-dire vraiment ce métier où on analyse les scellés, je vais y arriver, on analyse les CV, on rédige vraiment la procédure. Et Clara, par ailleurs, elle est très à cheval sur la justesse de la syntaxe, sur la justesse du vocabulaire. Et à l'opposé, on a la maman de cette petite fille qui a disparu, qui elle est donc une influenceuse d'Internet et qui a cette langue un peu stéréotypée, un peu mécanique des réseaux sociaux. Donc d'un côté, voilà, une langue très descriptive des procès-verbaux de police, et puis de l'autre, celle des réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça nous raconte, ces idiomes-là, ces langues-là, et pourquoi c'est intéressant pour un écrivain de se pencher sur ces langues dans la langue presque? Moi, c'est vraiment au cœur de mon travail, et peut-être d'ailleurs de plus en plus à mesure que j'avance. Au-delà de l'envie de décrire cet univers des influenceurs, et notamment l'utilisation des enfants par les parents influenceurs, ce qui m'a attirée aussi dans le fait de travailler sur ce sujet, c'était l'envie de mettre en scène, de mettre en mots cette langue absolument invraisemblable d'Internet, d'Instagram, des influenceurs, et d'en faire quelque part un outil littéraire. Alors j'ai bien conscience que c'est toujours un peu périlleux, parce qu'effectivement il y a quelque chose de très prosaïque, il y a quelque chose qui peut même tenir à distance. Ça n'est pas une belle langue, c'est le contraire d'une belle langue, c'est une langue totalement stéréotypée, vous l'avez dit, avec truffée d'anglicisme, à la fois d'ailleurs dans la syntaxe et dans le vocabulaire.
et très répétitive. Voilà. Donc, mais je ne saurais pas pourquoi. J'ai un certain plaisir à reproduire en fait cette langue, à tenter aussi de la faire exister et qu'elle raconte évidemment les personnages que je décris, en l'occurrence le personnage de cette femme donc influenceuse. Ça, c'était un peu le projet de départ, parce que quand j'ai découvert cet univers d'Instagram et de YouTube et de toutes ces vidéos, j'ai été vraiment totalement fascinée, en fait, à la fois effarée et fascinée. Et puis, avançant dans le projet, et quand j'ai eu l'idée de tendre cette dramaturgie sur cette histoire policière, j'ai donc eu la chance de pouvoir rencontrer des gens à la brigade criminelle, etc. Et là aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie langue, en fait. Il y a une langue qui est très administrative, qui est celle, effectivement, des procès-verbaux. Et la procédurière, c'est un métier qui n'existe qu'à la brigade criminelle, qui n'existe nulle part ailleurs. Donc, en effet, c'est le procédurier ou la procédurière est responsable de la bonne tenue de l'ensemble de la procédure, mais c'est un peu l'intellectuel du groupe. Et d'ailleurs, elle, en l'occurrence, je me suis amusée à ce que, comme elle accorde beaucoup d'importance aux mots, ce personnage, on l'appelle l'académicienne. Et là aussi, il y avait pour moi un défi à faire exister ce langage, à le faire rentrer dans le roman, à tenter de fabriquer malgré tout un objet littéraire. Je ne dis pas que c'est réussi, mais en tout cas, à tenter de fabriquer un objet littéraire en faisant coexister ces deux langues qui ont l'une et l'autre quelque chose d'extrêmement ingrat. Et là, je travaille sur un projet où, de nouveau, je me rends compte qu'au fond, il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que pour moi, c'est le monde qui nous entoure aussi, que ce soit d'ailleurs Instagram, YouTube ou la police. Ça raconte quelque chose de très contemporain. Je voulais juste réagir parce que là, vraiment, tu n'as pas pensé à tes traducteurs pour procédurière, hein, parce que donc ça n'existe pas dans la police, au moins en Espagne, je ne sais pas en Amérique latine si ça existe ce métier-là, mais j'ai demandé aussi donc des amis policiers, ils m'ont dit non, ça n'existe pas. Et donc on essaie de trouver un terme un peu donc pareil, ouais. Et on peut trouver rédacteur, relator. Et au bout de quelques pages, on découvre qu'il y a un jeu de mots là, pas un jeu de mots, mais une rime entre procédurière et commère et mégère. Alors il faut trouver aussi que ces mots riment avec, et en plus qu'en masculin ça rime pas. Donc, procédurier, ça rime pas avec, ça n'existe pas, commet, et donc c'est impossible. Donc là, j'ai laissé procédurière, donc en tant que crudisme, en tant que mot français, et je ne sais pas si j'ai mis une note en bas de page, peut-être, ça c'est la honte des traducteurs, là, les notes en bas de page, mais... Oui, ou la grande fidélité des traducteurs, voilà, toute la polysémie du mot, encore une fois. Je rebondis sur une chose que vous avez dite, Delphine Vigan, sur le fait que cette langue des réseaux, elle est truffée d'anglicisme. C'est vraiment ce globish, là, le global English, qui simplifie la syntaxe, qui simplifie le vocabulaire à son maximum, mais dans un contexte de globalisation, les mots star, un live, le unboxing, là, donc le fait de déballer des boîtes sous l'œil d'une caméra, les challenges, les meet-up, etc. Et qui contamine jusqu'au prénom de vos personnages, hein, les deux enfants, parce qu'il y a deux enfants influenceurs, la petite fille qui a disparu qui s'appelle Kimi et le petit garçon qui attend le retour de sa sœur qui s'appelle Samy. Alors je voulais savoir quel était votre regard à tous les deux sur cette manière que ce globish a de gagner du terrain et l'influence que ça a peut-être sur nos manières de parler et peut-être de penser aussi. Oui, sans doute, oui, bien sûr. Moi, à la fois, je suis assez partagée sur ces questions parce qu'à la fois, j'aime bien sûr, l'idée que la langue évolue, que notre langue évolue, qu'elle soit perméable, qu'elle soit poreuse. Et je vois bien, j'ai deux enfants qui ont 25 et 27 ans et il y a un certain nombre d'expressions qui aujourd'hui font partie de mon vocabulaire ou de ma manière de m'exprimer qui viennent très clairement de mes enfants. Alors parfois je me censure moi-même en me disant non, ça
leur appartient précisément, et ça n'a pas de sens. Et en même temps, il y en a que je trouve extrêmement imagés, et avec une certaine forme de poésie d'ailleurs. Alors je ne parle pas de la langue des influenceurs, qui est, comme vous le disiez, quand même très stéréotypée. Donc voilà. Et par ailleurs, il y a des choses qui m'énervent énormément. Et ça, je trouve par exemple quelque chose qui contamine en ce moment énormément, même le discours médiatique, etc. C'est partage. J'en parle dans le roman. Donc on dit, normalement, on partage quelque chose avec quelqu'un. Mais là, maintenant, on dit, je vais vous partager. Et ça, vous partager, ça n'est pas français. Et là, j'ai l'impression d'être vraiment, effectivement, comme quelqu'un de ma génération qui s'accroche et qui dit, mais non, c'est pas comme ça qu'on dit. et ça me hérisse les oreilles, cet anglicisme. Donc voilà, je suis assez ambivalente sur ce sujet. C'est pas un anglicisme ? C'est comme en français. Ah oui, merci. Non, c'est bien, merci. Ça vient, en tout cas, ça vient effectivement du share, ça c'est sûr, et du sharenting qui concerne les parents, etc. Mais non, vous avez raison de le signaler. L'erreur doit exister aussi en français. En anglais, pardon. Oui. Moi, je lisais focus au départ. Non, c'est vrai que la langue française est beaucoup plus perméable aux anglicismes que l'espagnol, qui l'est aussi beaucoup. Mais là, quand je traduis un texte en français où il y a pas mal d'anglicismes, là, il faut faire gaffe. Il ne faut pas, chaque fois qu'un mot dans le texte français est en anglais, le mettre en anglais, en espagnol. Parce que c'est pas le même niveau. Je sais pas, week-end. Non, il faut pas. Non, il faut pas. Il n'y a pas des pourcentages qu'il faut respecter. Y compris sur les réseaux sociaux. Ça, c'est clair que c'est de plus en plus. Hein, mais oui. Mais après, on avait déjà introduit dans le dictionnaire espagnol tuitear de Twitter, et ça n'existe plus Twitter. Non, maintenant c'est X. Non, alors qu'est-ce qu'on fait? On le lève. C'est compliqué. J'imagine qu'une traduction comme celle des Enfants sont rois, là, ça vous oblige à faire cette même enquête que Delphine de Vigan a faite pour écrire, c'est-à-dire vraiment, faire presque un travail de documentariste, à aller chercher quel est le vocabulaire, quelles sont les procédures à la brigade criminelle, comment on parle sur les réseaux sociaux, peut-être en regardant beaucoup de vidéos répétitives, mais nécessaires pour traduire. Oui, pas au niveau d'un auteur, parce qu'on n'a pas le temps, ni on n'est pas payé pour en faire ce genre de recherche pendant des mois, mais on fait confiance à l'auteur mais on essaye de s'imprégner de tout ce vocabulaire ou de ce champ sémantique et de connaître un peu. Ça m'est arrivé aussi de découvrir des mondes que je ne connaissais pas grâce à ça, au livre que je traduis. En traduisant S'adapter de Clara Dupont-Mono. Donc c'est les pierres d'une maison qui parlent, et donc elles connaissent très bien le métier et la pierre. Et là j'ai découvert donc la maçonnerie, plein de trucs, et la différence entre comment si une brique on la met en horizontale ou en verticale, ça change le nom. Après j'ai tout oublié, mais pendant la traduction j'étais un expert. Ouais. Je vous comparais Delphine de Vigan à une enquêtrice, enfin en tout cas un travail d'enquête pour l'écriture des romans. C'est vrai dans ce texte-ci où il y a vraiment une enquête au cœur du livre, Les enfants sont rois, puisque cette petite fille a disparu et qu'il s'agit de la retrouver. Mais il y a aussi cette manière chez vous, je crois, de pousser le lecteur à un certain nombre d'hypothèses, d'interprétations dans d'autres livres aussi. Par exemple, dans Les Gratitudes dont on a beaucoup parlé. Comme cette langue est déformée, ça pousse le lecteur à certaines interprétations et à certaines hypothèses. Alors je me demandais comment vous imaginiez votre lecteur idéal. Est-ce que vous le voyez comme un enquêteur ou quelle curiosité vous lui espérez? Je vous avoue que je ne sais pas. Je n'imagine pas trop mon lecteur ou ma lectrice idéale.
Non, enfin, c'est-à-dire que j'ai l'occasion parfois de les rencontrer. J'en ai rencontré quand même un certain nombre maintenant depuis 20 ans que je publie, des lectrices, des lecteurs qui me font des retours sur mes livres. Et oui, peut-être en effet, certains ont des âmes d'enquêtrices ou d'enquêteurs, mais ce que ça m'inspire, c'est plus d'ailleurs sur les romans qui sont plus autobiographiques, où là, j'ai été vraiment très étonnée de voir à la fois l'avidité, enfin l'envie d'aller plus loin, de rechercher le vrai, entre guillemets, derrière l'écriture, derrière la littérature, et pour certains ou certaines de mener des véritables enquêtes. Ça m'avait quand même assez sidérée, à la fois d'ailleurs la curiosité et une certaine habileté, enfin une certaine efficacité dans la recherche. Mais sinon, non, oui, je saurais pas, j'ai pas forcément de lectrice ou de lecteur idéal, enfin, non. Oui, cette manière d'enquêter un peu trop poussée de certains lecteurs, j'imagine que ça a en partie inspiré d'après une histoire vraie. Je ne sais pas si vous avez lu, mais c'est un livre entièrement là-dessus, sur cette curiosité parfois malsaine qu'on a tous en tant que lecteur, d'aller démêler le vrai du faux. C'est très réussi à ce titre-là, parce que vous brouillez magnifiquement les pistes. Peut-être parce que on a déjà beaucoup parlé, j'aurais encore 1000 questions, mais je voulais aussi vous laisser la parole. Peut-être qu'on peut entendre encore un dernier extrait. Vous disiez tout à l'heure, vous étiez un peu dur avec vous-même en disant ouais, cette langue très sèche, très stéréotypée des réseaux, mais c'est très intéressant qu'elle existe et que vous la décryptiez dans un livre. Et puis entre cette langue-ci et l'autre langue assez formelle aussi des procès-verbaux, entre ces deux langues, il y a la vôtre, il y a votre voix. Et pour ce dernier extrait, vous aviez choisi un passage justement où la poésie de votre voix ressort d'autant plus qu'elle est prise entre ces deux autres langages. Depuis quelque temps, il lui semble vivre au revers du monde, dans un repli impossible, en marge de ces réseaux supposément sociaux, saturés de factices amours et de haines authentiques, en marge de cette toile d'illusions, gavée de selfies et de phrases lapidaires, en marge de tout ce qui circule à la vitesse du son. Elle est cette femme à la traîne d'une ville qu'elle n'aime plus, où chacun se presse de rentrer chez soi pour commander et consommer en ligne, ou obéir à l'impérieux parcours des algorithmes. Elle est cette femme fébrile dont la vigilance excessive interdit le sommeil, cette femme à la mélancolie inavouée qui ne parvient plus à suivre le mouvement général. Est-ce parce qu'elle n'a pas vu ses parents vieillir qu'elle se sent aujourd'hui si loin, si anachronique, alors qu'elle n'a que 45 ans ? Si elle y réfléchit, elle ne tient pas tant que ça à cette vie penchée sur un écran, à dialoguer avec une intelligence artificielle, où on ne lui demande de relever la tête que pour obéir aux exigences de la reconnaissance faciale. Elle ne veut pas s'asseoir comme les autres au fond de son canapé, le portable greffé au doigt, au poignet, dans la paume, en quête de sensations fortes, à guetter sur son écran le drame, l'attentat et le héros du jour, oublié dès le lendemain. Le monde la dépasse et elle n'a aucune prise. Le monde est fou, mais elle n'y peut rien. Desde hace algún tiempo, Clara tiene la sensación de vivir a la contra, en un repliegue imposible, al margen de esas redes supuestamente sociales, repletas de amores artificiales y de odios auténticos, al margen de esa red de ilusiones, atiborrada de selfies y de frases lapidarias, al margen de todo lo que circula a la velocidad del sonido. Es una mujer desfasada en una ciudad que ya no ama, donde todo el mundo se apresura a volver a casa para pedir y consumir en línea, para obedecer al imperioso dictado de los algoritmos. Es una mujer inquieta, a quien le cuesta conciliar el sueño por culpa del exceso de vigilancia. Una mujer inconfesablemente melancólica que va a la zaga del movimiento generalizado. Tal vez sea por no haber visto envejecer a sus padres, por lo que se siente tan desplazada, tan anacrónica, cuando solo tiene 45 años. La verdad es que no le interesa nada vivir colgada de una pantalla, dialogando con una inteligencia artificial y levantando la cabeza solo para cumplir con las exigencias del reconocimiento facial. No se conforma, como hacemos los demás, con arrellanarse en el sofá, con el móvil enganchado al dedo, a la palma de la mano, a la muñeca,
en busca de sensaciones fuertes, al acecho del drama, del atentado o del protagonista de la jornada, para olvidarse al día siguiente. El mundo va más rápido que ella y no tiene dónde agarrarse. El mundo está loco y ella no puede hacer nada. Merci. Merci beaucoup. Alors peut-être une toute dernière question, après je vous passe la parole. Question qui pourrait prendre 4 heures, mais que je vous adresse quand même, Pablo. Qu'est-ce qui, au fond, vous plaît dans l'exercice de traduction? Parce qu'on a beaucoup parlé de challenge et de défis, mais qu'est-ce que vous y trouvez, en quelques mots? Cette question n'était pas préparée. Qu'est-ce qui m'attire le plus de traduire? Je crois que c'est... Bon, j'ai commencé à faire du théâtre dans ma vie. Mes études, c'était le théâtre. Et donc, pour moi, traduire, c'est un peu comme faire du théâtre. C'est de me mettre dans une voix qui n'est pas la mienne et l'incarner. Et comme ça, je peux incarner plusieurs voix, plusieurs auteurs, parce que je ne traduis que Delphine de Vigan, comme vous avez bien dit. Et donc, chaque auteur et chaque livre, c'est un peu comme si je jouais un rôle différent. Et ça m'enrichit en tant que personne et en tant qu'écrivain aussi. Merci, je crois que ça conclut très bien ce cycle consacré à la traduction littéraire. La parole est à vous. Les livres sont évidemment en vente ici, si vous avez envie. Et pour ma part, je vous remercie infiniment pour vos réponses et vous tous pour votre écoute.